2 chiffres suffisent à fissurer une certitude installée. En quelques semaines, la conversion de 15 600 détenus en soldats bouleverse l'idée d'un État affaibli et déplace la frontière entre punition et service collectif. Que change ce basculement pour chacun? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il l'axe discret de cette recomposition? Une souveraineté neuve affleure déjà, sans proclamation. Pour mesurer la portée de ce choc, la promesse de cette analyse reste volontairement simple. Distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui constitue un mécanisme potentiellement reproductible. L'intérêt pour le spectateur est immédiat, savoir reconnaître une rupture durable plutôt qu'un succès circonstanciel. Car l'enjeu ne consiste pas à admirer une prouesse administrative, mais à comprendre comment une décision brève, presque austère, peut déplacer des équilibres que l'on croyait figés. Ce déplacement touche d'abord la définition même de l'État face à ses citoyens, y compris ceux qu'il punissait hier. La justice cesse d'être un instrument de sanction pure pour devenir un processus orienté vers un résultat collectif, donc mesurable. C'est là que se loge le risque principal. Si l'expérience échoue, elle fragilise la confiance institutionnelle. Si elle tient, elle ouvre une brèche conceptuelle qui oblige à revoir les grilles de lecture habituelles appliquées au Burkina Faso. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée sont repassées sous contrôle effectif. Ce chiffre, rarement mis en avant, force une relecture. La réforme pénitentiaire n'est pas un épisode isolé, mais un accélérateur d'une reconquête qui semblait improbable. Pendant des années, le Sahel a été décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Interventions extérieures successives, promesses de stabilisation répétées et, en arrière-plan, des villages désertés, des routes abandonnées, une économie locale asphyxiée. La peur s'est installée comme une routine. Elle a vidé les marchés de leur fonction sociale et transformé la mobilité en risque permanent. Dans ce décor, chaque initiative nationale était perçue comme marginale, parfois même symbolique, tant l'idée de dépendance semblait structurelle. La première rupture intervient lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconquête territoriale s'articule à une réinvention institutionnelle où les décisions ne sont ni longues ni théoriques, mais brèves, opérationnelles et immédiatement lisibles. La réforme pénitentiaire s'insère dans cette logique. Elle ne vise pas à corriger un dysfonctionnement isolé, mais à compléter une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion minimale. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur du 92%, mais sa temporalité. Le basculement semble compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient en fait été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit l'intérêt et la méfiance. Comment un pays, décrit comme affaibli, parvient-il à produire un retournement sans soutien massif visible ? La réponse ne vient pas d'un discours, mais d'une dynamique qui modifie d'abord les perceptions avant de s'inscrire dans les statistiques. À Koudougou, un agriculteur observe une unité mixte patrouiller à l'entrée du village. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. Un salut respectueux suffit à déplacer une crainte accumulée et l'attente silencieuse devient un premier test social. Ces micro-scènes ne cherchent pas à produire de l'émotion. Elles fonctionnent comme des capteurs sociaux. Elles montrent comment la réforme agit d'abord sur la perception collective, avant même que les chiffres ne deviennent un argument public. Ce qui se lit, au ras du sol, ce n'est pas une célébration de la force, mais un déplacement silencieux. L'uniforme cesse d'être uniquement associé à la contrainte et commence à être interprété comme un indicateur de responsabilité assumée. À Ouagadougou, dans un quartier populaire, une mère reconnaît son fils au sein d'une patrouille chargée de sécuriser le marché où il avait été arrêté autrefois. Elle ne parle ni de rédemption, ni de miracle. Elle parle d'un devoir rendu à la communauté. L'expression circule sans slogan, comme une formulation spontanée de ce qui se joue, une réintégration visible, évaluée par les comportements plutôt que par les discours. Le passé n'est pas effacé.
il est mis en tension avec une exigence présente. Le mécanisme se renforce par répétition. Discipline observée, posture, constance des routines, chaque détail devient une preuve. C'est pourquoi la confiance revient plus vite que prévu. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent, la peur recule sans déclaration officielle. L'État gagne en crédibilité au moment précis où les villages constatent que la valeur d'un individu ne se définit plus par son dossier, mais par sa capacité à tenir un engagement. Même les familles, autrefois cantonnées au parloir, se déplacent désormais vers les casernes, apportant repas et vêtements comme signe de soutien discret. En clair, quand la confiance revient, tout le reste recommence. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret de 12 lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Pas d'amnistie, pas de grâce collective, pas de rhétorique, une réaffectation immédiate. La logique est nette. L'État cesse d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la redirige vers un service contraignant, structuré, mesurable. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont dressées, les catégories sont filtrées. 15 600 noms émergent d'un système longtemps saturé. La vitesse n'est pas un détail, elle devient un message. D'abord, l'activation est rapide. Les portes s'ouvrent sans cérémonie à Koudougou, à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique. Ils sont absorbés. Les chaînes disparaissent. Des engagements formels apparaissent. Le contraste frappe l'opinion. La transition est brutale, presque sèche. Comme si l'État refusait toute zone grise entre punition et service. Comme si l'appareil voulait réduire l'espace du débat au minimum pour imposer un fait accompli. Les convois s'organisent, les registres se vident, les établissements se réorganisent. Le pays change de rythme. Ensuite vient le point culminant. Quelques jours plus tard, à Pau, dans un centre d'entraînement improvisé mais rigoureusement encadré, la bascule se matérialise. Soleil écrasant, alignement, silence. Instructeur rompu au conflit asymétrique. Discipline sans concession. 10 km de course à l'aube. Formation tactique le jour. Session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort. L'objectif est de produire une rupture mentale. De transformer une identité pénitentiaire en fonction militaire lisible. De remplacer l'improvisation par la routine. Les conseillers d'Ibrahim Traoré évoquent un front de l'esprit, expression qui circule discrètement sans devenir un slogan officiel. L'idée est simple. Si la contrainte est quotidienne, elle devient normalité. Si elle devient normalité, elle devient stabilité. Les observateurs étrangers restent prudents. La question revient insistante. Comment une population décrite comme instable peut-elle se réorganiser aussi rapidement ? La réponse ne vient pas d'un discours, elle vient d'une répétition, des mêmes gestes, des mêmes horaires, des mêmes contrôles. La contrainte devient lisible, donc vérifiable. L'ancien statut n'est ni effacé, ni nié. Il est encapsulé dans une nouvelle fonction. La frontière entre sanction et utilité commence à se dissoudre. Puis les répliques apparaissent presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles ne se déplacent plus vers les parloirs, mais vers les casernes. Elles apportent des repas, des vêtements, des outils. Ces gestes, discrets mais répétés, signalent un ajustement social profond. La peur ne disparaît pas d'un coup, elle recule. Sur le plan opérationnel, un effet inattendu se dessine. Ces hommes connaissent les sentiers, les caches, les itinéraires informels utilisés par les groupes armés. Ce qui était perçu comme un passé compromettant devient un avantage tactique. Les patrouilles anticipent, contournent, réduisent l'imprévisibilité adverse. Les premiers retours, encore partiels, convergent. Moins d'embuscades, davantage de routes sûres, une présence étatique plus continue. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé. Elle devient une trajectoire. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'État ne parle plus de ces hommes comme d'une population à risque, mais comme d'une force intégrée. La mécanique est enclenchée, le pays observe, les doutes subsistent, mais le mouvement, lui, devient difficile à inverser. Avant la réforme, la trajectoire était dégradée, après le delta devient observable. C'est cette bascule mesurée et cohérente
qui constitue le premier test de crédibilité du dispositif. Premier indicateur, la sécurité. Les attaques armées reculent de 37% sur les zones couvertes par les unités issues de la réforme. Cette baisse traduit une réduction concrète de la capacité opérationnelle adverse. Le changement ne tient pas d'abord à un surcroît d'équipement, mais à un maillage plus dense et plus régulier. Les unités mixtes occupent durablement le terrain, connaissent des itinéraires informels et réduisent l'effet de surprise. Autour de Kaya et de Dori, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre. Ce détail compte parce qu'il indique un déplacement structurel plutôt qu'une simple accalmie. Lorsque la topographie devient lisible, les angles morts se referment. Et quand les angles morts se referment, la mobilité des civils redevient possible sans escorte exceptionnelle. Deuxième indicateur, l'économie rurale. La production agricole du Nord progresse de 21% sur la période observée. Cette hausse reflète le retour d'une sécurité minimale pour travailler. Ici encore, la donnée n'est pas un slogan. Elle renvoie à des gestes concrets. Des champs abandonnés redeviennent accessibles. Des canaux sont réparés. Des moissons peuvent être protégées sans mobilisation permanente. Plus de 600 hectares sont remis en culture, non par une subvention extérieure, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation et les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Ce redémarrage ne transforme pas instantanément l'économie nationale, mais il rompt une spirale de contraction entretenue par l'insécurité chronique. En d'autres termes, la sécurité cesse d'être un coût pur, elle devient une condition de production. Troisième indicateur, la récidive et la discipline. Le taux enregistré tombe à 0 parmi les détenus intégrés au dispositif. Ce résultat indique une discipline collective orientée vers la cohérence. Ce chiffre suscite des réserves précisément parce qu'il bouscule les attentes habituelles. Certains y voient un effet de court terme, d'autres évoquent une sous-déclaration. Pourtant, aucun cas de désertion n'est signalé et aucune rupture de discipline majeure n'est rapportée. La cohérence institutionnelle se lit aussi dans un effet secondaire. 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles. La fermeture n'est pas présentée comme un triomphe moral. Elle ressemble plutôt à un ajustement budgétaire rendu possible par un changement de trajectoire. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être contesté. Ensemble, ils dessinent une cohérence. La baisse des attaques rend les routes praticables. La reprise agricole redonne une fonction économique au territoire. L'absence de récidive stabilise le lien entre justice et service. Et surtout, ces 3 éléments se renforcent mutuellement. Plus de sécurité augmente l'activité renforce l'adhésion sociale stabilise la discipline. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'argument n'est pas celui d'une réussite morale, mais d'un système évalué par des écarts mesurables entre un avant et un après. La lecture la plus prudente consiste à reconnaître un déplacement réel sans conclure à une victoire définitive. Les chiffres ne garantissent pas la durabilité, ils attestent d'une capacité rare. Produire de l'ordre là où dominait la fragmentation, sans s'appuyer exclusivement sur des leviers extérieurs. 2 objections dominent l'analyse prudente de ce dispositif et elles méritent d'être formulées dans leur version la plus solide, sans caricature ni facilité. La première soutient qu'armer d'anciens détenus crée un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Une force issue des prisons pourrait, selon cette lecture, demeurer traversée par des loyautés fragiles, des tensions internes et une discipline seulement superficielle. Même contenu, l'indiscipline pourrait ressurgir sous stress opérationnel. Un incident isolé suffirait alors à fissurer la confiance publique, précisément parce que la réforme repose sur une visibilité forte. À cette inquiétude s'ajoute un point éthique. Convertir une peine en service militaire brouille la frontière entre justice et utilité et pourrait altérer la légitimité même du processus judiciaire. Autrement dit, la réussite technique ne suffirait pas à compenser une fragilité symbolique. La seconde objection redoute une militarisation de la détresse sociale. Transformer la marginalité en ressource sécuritaire pourrait établir un précédent ambigu.
l'État serait tenté d'utiliser la misère comme réservoir structurel, au lieu de traiter ses causes. Des organisations civiles insistent sur le contre-coup possible. Si les résultats observés étaient temporaires, l'effondrement serait d'abord psychologique. La confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison, et le succès rapide augmenterait mécaniquement le coût de l'échec, car il élève les attentes plus vite que la consolidation ne progresse. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser, ni à minimiser, mais à revenir aux faits observables mentionnés plus tôt. Aucune désertion n'est signalée, aucun effondrement d'unité n'est enregistré. Les indicateurs disponibles, baisse de 37% des attaques, hausse de 21% de la production agricole, récidive à zéro, ne prouvent pas une perfection, mais ils attestent d'une cohérence interne qui contredit les scénarios les plus pessimistes. La discipline n'est pas décrite comme un miracle, elle apparaît comme une routine encadrée, répétée, vérifiable. Le point décisif tient à la posture institutionnelle attribuée à Ibrahim Traoré. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Cela n'éteint pas les risques. Cela change la méthode. Formuler les craintes, puis vérifier si le terrain les confirme ou les invalide. À ce stade, les données disponibles n'annulent pas l'inquiétude, mais elles obligent à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire les schémas antérieurs. Un silence devient stratégique. Reste une zone grise que la réforme, à elle seule, ne dissipe pas. Si le dispositif tient et que l'ordre local se réinstalle, qui vacille lorsque le terrain redevient lisible? Dans le Sahel, des signaux ténus apparaissent sans revendication claire. Des drones non identifiés survolent des zones reprises, certaines fréquences sont brouillées dans le nord, et des trajectoires aériennes semblent partir d'anciennes bases sans explication publique. Rien n'est confirmé, rien n'est formellement nié. Mais ce vide d'interprétation agit comme un message indirect. Quelque chose se recompose en dehors des récits habituels au moment même où la stabilisation devient mesurable. C'est dans cet interstice qu'Ibrahim Traoré infléchit la dynamique. Il ne répond ni par la dénonciation, ni par l'escalade verbale. Il choisit un redéploiement calme des unités dans les territoires reconquis. L'objectif n'est pas d'attaquer, mais de tenir. Tenir la continuité des routes, la régularité des patrouilles, la confiance fragile des villages qui rouvrent leur marché. La souveraineté cesse d'être un principe abstrait. Elle devient une infrastructure testée chaque jour. Et la question change. Non plus reconquérir, mais stabiliser malgré les pressions implicites. Pour l'État d'abord, la reprise territoriale change la nature même de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des zones fragmentées et retrouvent une continuité minimale, ce qui rend l'autorité observable plutôt que proclamée. Plus de 120 axes commerciaux rouvrent et des dizaines de villages récupèrent un marché hebdomadaire fonctionnel, signe d'une normalisation lente mais réelle. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours. Elle devient une capacité à maintenir des services et des routines sur un territoire désormais lisible. Pour les forces de sécurité, l'impact est d'abord opérationnel et psychologique. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières. Elles les complètent en réduisant l'imprévisibilité grâce à une connaissance fine des itinéraires informels. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue opérationnelle moindre, parce que les patrouilles deviennent plus régulières et moins défensives. Cette normalisation du rythme modifie la perception de la mission. Elle n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable. Et lorsque la présence devient routine, la sécurité se stabilise moins par la force que par la constance. Pour les communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles et souvent plus décisives que les statistiques. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent des axes abandonnés et les artisans circulent à nouveau, ce qui redonne à l'espace public sa fonction sociale. Dans les zones rurales, la sécurisation des champs et des canaux permet une reprise agricole continue, cohérente avec la hausse observée de la production. Les gestes de confiance se multiplient. Repas déposés aux casernes
outils partagés, coopération spontanée, autant de micro-signaux d'un lien civil-militaire moins conflictuel. La recomposition sociale n'efface pas les blessures du passé, mais elle réduit la peur comme principe organisateur du quotidien. Pour les acteurs régionaux, l'effet se situe sur un registre stratégique, presque diplomatique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif, non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les anciennes puissances, elles, restent prudentes et parlent d'expériences non conventionnelles, sans trancher, comme si les cadres d'analyse habituels hésitaient à absorber une stabilisation produite sans levier extérieur massif. Si la dynamique tient, elle crée un précédent régional difficile à ignorer, car elle suggère que la dépendance n'est pas une fatalité mécanique. C'est précisément ce que Ibrahim Traoré cherche à rendre lisible, une cohérence qui se mesure, se vérifie et donc se discute. Ces 4 lectures convergent vers un même point. La réforme ne produit pas seulement des gains sectoriels, elle réaligne des intérêts qui évoluaient jusque-là en parallèle. L'État retrouve une capacité d'action continue. Les forces opèrent avec moins d'attrition. Les communautés réinvestissent l'espace public et les voisins observent une alternative. La question en suspens n'est donc plus celle de l'effet immédiat, mais celle de la trajectoire. Comment cette stabilité peut-elle se consolider sans se retourner contre ceux qui y ont cru ? À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires se dessinent, chacune fondée sur des conditions observables plutôt que sur des projections abstraites. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles décrivent ce qui pourrait se produire si certains paramètres restent stables, s'amplifient ou se fissurent. Dans le scénario de base, la consolidation se fait sans accélération. La dynamique actuelle se prolonge, sans bond spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables, les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale, et les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières. Les gains agricoles observés se stabilisent. Pas de nouvelles poussées, mais pas de recul notable. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré inscrit la réforme dans une continuité administrative. Moins de discours, davantage de procédures et une évaluation régulière des écarts entre objectifs et résultats. Le pays devient un précédent discret. Une stabilisation minimale produite avec des ressources internes. Dans le scénario optimiste, l'amplification reste maîtrisée. La coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit, et la discipline se transmet plus efficacement. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, renforçant la routine et réduisant les risques de relâchement. Les échanges régionaux s'intensifient, formation conjointe, observation croisée, mutualisation de méthodes. Le Burkina Faso glisse alors du statut d'expérimentation à celui de référence technique. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable. Ce scénario suppose une constance politique et l'absence d'incidents majeurs, conditions nécessaires pour que la crédibilité externe s'installe. Dans le scénario défavorable, la faille est interne. La rupture ne vient pas d'une pression extérieure directe, mais d'un point de fragilité domestique. Un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fragiliser la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Ce qui avait réouvert des marchés et des routes pourrait se refermer sous l'effet d'une peur réactivée. Les critiques internationales trouveraient alors un terrain fertile, et les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste, coûteuse à inverser. Une recommandation de méthode s'impose, quel que soit le scénario. Ne pas confondre vitesse et solidité. Avancer par consolidation plutôt que par accumulation. Mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle. C'est à ce prix que la réforme peut devenir une trajectoire et non un moment. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait pour devenir un miroir. Les images d'entraînement largement diffusées ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un parcours peut être redirigé.
Des étudiants évoquent l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser sous contrainte et discipline. Cette lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle retient l'hypothèse d'un recommencement structuré, visible, évalué. Dans les familles, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux attendent désormais lors des parades ou des permissions. Le même visage, autrefois associé à la honte, apparaît sous un uniforme qui impose le respect. La douleur du passé ne s'efface pas, mais elle se transforme en tension productive, soutien discret plutôt que déni. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts spontanément, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes ordinaires qui font tenir la réforme au quotidien. Ce sont des preuves sociales, plus persuasives que n'importe quel discours. Pour la diaspora, la transformation du Burkina Faso agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active, d'autres rappellent à la fragilité de l'expérience. Mais tous reconnaissent un point commun, l'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal, il démontre une capacité d'action. Ce qui touche réellement le spectateur n'est ni la statistique ni l'uniforme. C'est la possibilité d'un changement collectif, mesuré, visible, encore imparfait mais assumé. Deux gestes simples peuvent prolonger cette réflexion. Noter ce qui relève de faits vérifiables, puis comparer ces faits au récit dominant. Là commence une lecture plus exigeante. La réforme change de nature au moment précis où elle cesse d'être improvisée et se transforme en doctrine opératoire. Ibrahim Traoré présente alors une feuille de route structurée autour de leviers simples, conçus pour stabiliser l'expérience et la rendre vérifiable, donc corrigible. L'objectif n'est pas d'empiler des mesures, mais d'assurer une continuité. Justice, formation, sécurité, puis retour social dans un même arc fonctionnel. D'abord, une gouvernance claire. Une double tutelle défense-justice encadre l'ensemble des centres de formation. Elle fixe les critères d'entrée, les règles disciplinaires et les procédures de saut et de sortie. L'enjeu est de prévenir les dérives en uniformisant les filtres, quel que soit le passé des recrues. Ensuite, une formation standardisée, les routines d'entraînement et les modules civiques suivent un protocole commun. Ce protocole transforme la contrainte en méthode. Horaire, gestes, contrôle, répétition. La discipline devient un langage partagé et non une improvisation locale. Puis, une intégration progressive. Les unités issues du dispositif ne remplacent pas les forces régulières. Elles s'adossent à elles. Les plus aguerris deviennent encadrants, ce qui consolide la transmission des routines et réduit le risque de relâchement. S'ajoute une coopération régionale discrète. Des accords avec le Mali et le Niger permettent l'observation croisée et la mutualisation de certaines formations. L'intérêt est pragmatique, apprendre sans proclamer, comparer sans imposer. Enfin des mesures de suivi, taux de récidive, villages sécurisés, infrastructures remises en service, économie budgétaire redéployée. Chaque étape est évaluée par des écarts, pas par un récit. La réforme n'est pas protégée par une narration politique, elle est exposée aux chiffres, donc ajustable. À ce stade, la question n'est plus de savoir si l'idée est audacieuse, mais si la méthode peut tenir dans le temps. Lors du premier grand défilé à Ouagadougou, l'écho des micro-scènes revient, mais à une autre échelle. Les 15 600 hommes avancent en rang serré, non plus dispersés par leur trajectoire passée, mais unifiés par une posture commune. Parmi eux, certains répètent le même salut simple aperçu plus tôt dans les villages, celui qui avait suffi à dissoudre la peur silencieuse d'un agriculteur. Le geste est minuscule, mais il agit comme un rappel. La réforme ne nie pas le passé. Elle exige une tenue nouvelle. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance. Il marche, observe, ajuste. Le message n'est pas spectaculaire. Il est lisible. La transformation ne repose ni sur l'oubli, ni sur la glorification, mais sur une continuité d'exigences répétées, jusqu'à devenir routine. Dans la foule, les réactions restent retenues, presque prudentes. Pourtant, quelque chose se déplace. La peur
recule sans proclamation. La fatalité se fissure. L'idée d'un recommencement collectif cesse d'être théorique parce qu'elle devient visible, mesurée, incarnée. La cohérence se prouve dans l'engagement présent. C'est là que la réforme trouve sa portée la plus durable, rendre l'ordre observable, partageable et suffisamment crédible pour être transmis. Le Burkina Faso ne cherche pas à imposer un modèle ni à revendiquer une exception. Il expose une possibilité. Une justice qui ne s'arrête pas à la sanction. Une souveraineté qui se mesure dans les usages quotidiens et une société qui tente de transformer une vulnérabilité en levier d'action collective. Rien dans cette trajectoire n'est spectaculaire au sens classique. Tout repose sur des ajustements progressifs, des choix observables et une cohérence qui se construit dans le temps. Pour l'observateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter. Il consiste à interroger ce que cette expérience révèle sur les marges de manœuvre d'un État sous pression. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle décide de produire ses propres réponses avec ses contraintes, ses risques et ses responsabilités? Et quels critères permettent de juger une réforme autrement que par ses intentions? Ouvrir ce débat, c'est déjà participer à la dynamique décrite, examiner les faits, confronter les lectures, questionner les limites, sans nier les déplacements réels. Si vous le souhaitez, quel point mérite selon vous d'être testé en premier? La durabilité des résultats, les risques éthiques ou l'effet régional?